Cosa Nostra. Les mots du temps. D'Alphonse de Lamartine, poète se rêvant président, à Georges Pompidou, président amoureux de poésie, en passant par le général de Gaulle et son goût aristocratique pour les mémoires, la France est un pays gouverné par la littérature. Pas d'abolition de la peine de mort sans le dernier jour d'un condamné, pas de prise en compte de la misère ouvrière sans Zola, pas de combat pour l'égalité des droits entre hommes et femmes sans les ouvrages de Simone de Beauvoir. La littérature inspire la politique, elle incite à l'engagement et à l'action. Sans le panache et la générosité d'un Cyrano, sans les ambitieux de Stendhal et de Balzac, la politique et l'histoire française seraient sans doute moins romanesques. C'est ce romanesque que nous souhaitions évoquer avec notre invité, le député de l'Eure Bruno Questel, membre du prix du jury de l'Assemblée nationale. La vie politique française est-elle toujours aussi traversée par le romanesque ? La littérature joue-t-elle encore un rôle dans la prise de décision politique ? Bonjour Monsieur Questel, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui, un petit peu loin de Bonjour. nous, mais proche souvent par la pensée et puis par votre venue en Corse qui est assez fréquente. Nous représentons, vous le savez, l'association littéraire Musa Nostra et aujourd'hui ce qui va nous intéresser, ce sont les liens qui existent entre littérature et politique car vous êtes député de l'Eure. Et à ce titre, on avait quelques petites questions à vous poser parce que c'est une préoccupation à notre époque que de savoir en quoi la littérature, dont nous sommes un petit peu à notre petit niveau des représentants, peut servir l'action politique. Alors, j'ai auprès de moi, comme à l'accoutumée, Kevin Petroni qui va vous poser quelques questions. Auparavant, moi, je voulais vous dire que, étant donné que nous sommes originaires tous deux de la même région de Corse, nous avons été nourris, vous probablement autant que moi, par les récits, les folles de notre enfance. Déjà une forme de littérature orale qui avait été mise en livre, comme l'avait fait Perrault à son époque pour les contes, par des personnes qui avaient senti avant l'heure même qu'il y avait là tout un patrimoine à sauver. Alors, je sais que, notamment à Lauriane, à Cambia, dont vous êtes originaire, il y a eu de nombreux conteurs et une grande transmission. Alors, c'est une question qui est un peu en marge, mais que vous reste-t-il de tout ce patrimoine littéraire oral ? Alors, il y a, bonjour à tous, Bonjour. il y a plusieurs souvenirs. Il y a l'oralité avec la sonorité de la voix. Il y a le lieu, souvent sombre et imprégné quasiment d'une intemporalité. Plusieurs générations ont été passées par là. Et après, il y a le fond ou le sujet ou les sujets qui sont rarement d'une gaieté débordante dans les contes qui nous étaient transmis. Et vous avez raison de rappeler l'importance du village de Lauriane et des générations qui nous ont précédés là-dedans. Je vous le disais tout à l'heure avant antenne, avant de vous parler, j'ai retrouvé ce livre-là, dans la Conte Corse, de Madame Massignon. Je me suis souvenu l'avoir acheté il y a près de 40 ans maintenant, jeune étudiant à Paris, à la demande de ma mère. Et dans ce livre, mes grands-parents sont cités, ma mère est mentionnée. Et tout ça ramène aussi nos propres racines, quoi. Donc ces histoires, cette culture, cette manière d'être, cette manière de dire, ça fait partie aussi de notre propre construction. Et comme je vous le disais tout à l'heure, souvent ces récits se sont adossés à des contes qui pouvaient exister par ailleurs. On en parlera peut-être plus tard. Il y a pu y avoir une forme d'adaptabilité au contexte, à la langue et à la culture corse, de contes, je dirais, à diffusion plus vaste ou plus large. Oui. Alors, pour en venir plus précisément à ce qui nous occupe aujourd'hui, si vous deviez dire ce qui a fait qu'assez souvent on a voulu scinder les domaines de la littérature, de la politique, en quoi
on peut les rapprocher aussi. Si vous pouviez nous donner de façon assez générale votre vision des deux domaines. Qu'est la littérature pour vous? Qu'est-ce que la politique pour vous? La, la, la littérature, c'est l'un des fondements principaux de la personnalité de tout un chacun. Celui qui ne lit pas, qui ne s'intéresse à aucun élément de la culture générale qui puisse concerner notre civilisation, très franchement, je le plains. Mettre en lien la littérature et la politique, ça m'a ramené aussi, parce que j'ai un peu réfléchi avant qu'on se retrouve, à mes premiers émois de lecteur en termes de philosophie politique et d'engagement, la capacité à s'engager. Et le livre qui m'est venu en tête, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est L'Assommoir de Zola. Parce que je trouve que dans ce livre, qui fait partie d'une œuvre plus complète, tout le monde le sait, vous avez la misère sociale, les fléaux de l'addiction, la violence et l'amour. Mais l'amour qui ne peut pas perdurer ou qui ne peut pas se concrétiser parce que vous avez la violence, l'alcool, l'addiction et autres qui viennent, je dirais, télescoper les sentiments qui peuvent exister. Et en fait, si on fait de la politique, je connais pas un homme politique ou une femme politique qui ne le fasse pas sans cette ambition profonde, c'est qu'on veut aider les gens. On fait pas de la politique. Enfin, on fait pas de la politique pour l'argent. On fait pas de la politique pour soi-même. Et on donne énormément de temps, on donne de sa personnalité, on donne de la culture qu'on a pu acquérir. Et l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, je vous l'ai dit, fait partie sans doute du premier ou des principaux qui m'ont guidé sur les chemins de la recherche de l'humanité ou de la quête de l'humanité. Si vous n'avez pas pour souci premier, lorsque vous faites de la politique, d'améliorer le quotidien de tout un chacun, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et donc, je crois sincèrement que le lien entre politique et littérature, il est à mettre en relief avec ce qu'est la société politique aujourd'hui. Les débats sont assez surannés, superficiels. On va rarement au fond des choses, ça va très vite. Les chaînes d'infos continuent, les réseaux sociaux, les petites phrases. Quand vous allez sur un plateau télé, il faut faire une phrase de 4 secondes et demie, sinon vous êtes hors champ. Mais il faut vraiment qu'on soit conscient qu'en ce premier quart du 21e siècle, et moi, je considère que ça fait depuis Mitterrand, on n'a pas d'intellectuel. Enfin, Emmanuel Macron, oui, quelqu'un qui s'est imprégné d'énormément de philosophie, mais Mitterrand était comme De Gaulle, comme aussi Pompidou, qui était agrégé de lettres, des grands intellectuels, philosophes, lettrés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est sous la contrainte de la société, un peu du spectacle permanent et quotidien. Et c'est beaucoup plus difficile pour lui que ça a pu l'être pour ses prédécesseurs d'imprégner une marque culturelle dans la politique des affaires, dans la conduite de la politique des affaires d'État. Et je crois sincèrement qu'il conviendrait que la littérature ne reprenne pas dans le discours et dans le champ politique. Je m'excuse, je suis toujours un peu long quand je m'exprime. Non. Ça, c'est une déformation de professionnel. Je vais poser une dernière petite question et après Kevin va traiter plus particulièrement certains points. Les présidents, les ministres, les députés peut-être un peu moins écrivent. Est-ce que la politique, ça laisse plus de temps que pour le commun des mortels? Alors, les présidents écrivent. Parfois, on écrit pour eux. Oui, souvent aussi. On écrit souvent pour le compte des politiques. Moi, pour être franc avec vous, on me l'a proposé il y a quelques mois, d'écrire pour mon compte, ce que j'ai refusé. Non, on n'a pas le temps, malheureusement. Non, on n'a pas le temps. De Gaulle n'a écrit que lorsqu'il n'exerçait aucune responsabilité. Le président Mitterrand a écrit avant d'avoir exercé des responsabilités, souvent pour dénoncer le régime auquel il s'est si bien accoutumé.
Les autres ont une œuvre littéraire, je dirais, beaucoup plus ténue. Quand vous relisez De Gaulle, les mémoires de guerre ou les mémoires d'espoir, c'est quand même quelque chose dans la qualité de la rédaction. Oui, oui. Donc, non, les politiques n'ont pas le temps d'écrire. Ou alors, il faut m'expliquer la recette, mais moi, je pense pas que ce soit possible. Kevin, Est-ce que la différence finalement entre le cas de la littérature, c'est-à-dire le cas effectivement de l'écriture de l'action une fois qu'on l'a menée, je pense notamment au général de Gaulle, et le cas au moment où on réalise de la politique, c'est la question de la temporalité finalement. Temporalité courte, temporalité longue. Il y a de ça, mais ça peut aussi être de la prospective. Il y a beaucoup de livres, on l'a pas évoqué, mais il y a beaucoup de livres programmes, programmes présidentiels ou rétrospectifs, sur ce qu'il aurait fallu ou ne pas fallu faire. Maintenant, je crois sincèrement que là, on n'est plus dans le domaine de la littérature. Et le premier événement qui casse la vertu littéraire du discours politique, c'est peut-être la lettre aux Français de François Mitterrand en 1988. C'est un document d'une 50aine de pages qui est très bien écrit et qui démystifie la valeur littéraire au profit du discours politique. Et a posteriori, on peut se demander si ça n'a pas été contre-productif aux vertus de la littérature en politique. Ça aurait pu constituer un très bel ouvrage. Vous avez l'impression, pardon, excusez-moi. Vous avez l'impression que, d'une certaine façon, il y a eu un moment où la littérature n'a plus servi l'intérêt, l'action publique, où elle a je pense qu'elle nourrit les engagés, les femmes et les hommes engagés que nous sommes, où elle nous a nourris, mais je pense qu'aujourd'hui, elle ne remplit plus, elle n'est plus prospective et nourricière. Elle ne joue plus le rôle, par exemple, que pouvait jouer Le Dernier jour d'un condamné pour Badinter lorsqu'il va devant l'hémicycle. Elle ne joue plus ce rôle-là, elle ne joue plus le rôle. Alors, il y a un homme politique aujourd'hui qui a des vrais talents d'écrivain, c'est Bruno Le Maire. Son dernier livre sur ses mémoires, comme toujours, très brillamment écrit. L'avant-dernier sur son ami qui décède et l'accompagnement jusqu'au décès de ce dernier, c'est formidablement bien écrit. Il y a beaucoup d'humanité, de chaleur, de simplicité, mais aussi de force. Je viens de terminer le livre d'Édouard Philippe. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est très rare quand je perçois ça, mais on a l'impression de lire 3 ouvrages en parallèle. Il y a l'ouvrage de réflexion sur les institutions. Il y a l'ouvrage de réflexion sur la politique et le rôle de la politique dans la société. Et le dernier est un peu l'ouvrage de prospective de ce qu'il faudrait faire au XXIe siècle, deuxième quart, pour éviter de tomber dans le chaos. Le chaos étant l'arrivée de l'extrême droite de Madame Le Pen au pouvoir. Et c'est très rare quand on arrive à avoir 3 couloirs intellectuels distincts, mais qui sont animés d'une formidable cohérence quand on arrive au bout de l'ouvrage. Quand on lit le livre de Bruno Le Maire, enfin moi, ce qui m'a sauté aux yeux en le lisant, c'est qu'il y a effectivement ce côté où il va jouer avec la question des mémoires, il va vouloir justifier l'action publique qu'il a menée en tant que ministre, mais en tant que ministre, ce qui est paradoxal en activité, d'habitude, justement, on écrit quand on a arrêté le pouvoir pour justifier l'action publique. On peut le comprendre dans le sens où 2022 arrive vite et qu'il faut précisément poser un bilan, un programme, un ensemble d'éléments susceptibles d'amener à une réflexion pour la campagne présidentielle. Mais effectivement, ce qui est très marquant, c'est le sentiment d'urgence, en quelque sorte, de Bruno Le Maire. Il y a le sentiment d'une incapacité, enfin d'une peur, qui est vraiment la peur de la rébellion. J'ai l'impression que chez lui, l'inquiétude majeure dans ses mémoires, c'est les gilets jaunes et les conséquences de la crise des gilets jaunes. Oh, ça va au-delà de ça, c'est les failles des institutions et de la société dans son ensemble.
c'est toute la fragilité du modèle républicain. C'est vraiment la peur, la faillite du système. Du modèle républicain. Du modèle. Voilà. Avec ce que ça emporte en obligation de vigilance et de remise en cause éventuelle de son fonctionnement pour éviter le chaos. C'est très paradoxal. C'est comme ça. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai eu un. Non, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut le lire le concernant. C'est Bruno Le Maire, c'est un peu comme beaucoup, hein, mais c'est avant tout un intellectuel. Et il a une capacité à vulgariser les choses, mais aussi à les approfondir dans son action et dans son écriture. Quand vous lisez ses ouvrages, vous avez l'impression d'être un acteur. Vous avez l'impression d'être dans les lieux qui sont décrits. Tellement c'est fluide et profond à la fois. Vous vous identifiez à tel ou tel personnage. C'est très rare les hommes politiques qui écrivent comme ça. Est-ce que justement vous ne trouvez pas que au fondement même de l'action publique, enfin de cette action qui est menée par les acteurs, aussi bien dans la littérature que parce que ce sont des gens qui ont quand même un goût, j'ai l'impression qu'ils partagent avec le président de la République, qui est le goût du romanesque en quelque sorte, le goût de l'action, de transgresser les codes et les clivages. Oui, assurément. Assurément, il y a un goût de passer de l'autre côté, passer de l'autre côté du miroir et de l'image que peut renvoyer le miroir à l'auteur qui ne sort pas de son bureau. Et l'homme politique qui peut écrire, il a un renvoi de deux de ses personnalités possibles. On voit où l'homme d'action ou l'écrivain. Et je trouve que les hommes politiques ne prennent pas suffisamment le temps justement d'exprimer ce qu'ils ont en eux ou ce qu'ils sont. Mais on l'évoquait tout à l'heure, je l'ai mentionné tout à l'heure, la rapidité, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues, la nécessité de passer du jour au lendemain d'une actualité à une autre, d'une action à une autre. Et donc, on rentre dans le domaine de l'éphémère. Moi, je suis cette année membre du jury du livre politique pour l'Assemblée nationale. On a une 40aine d'ouvrages à lire. Et vous avez à boire et à manger, si je peux me permettre l'expression. Et on va de l'essai de 120 pages sur le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion d'informations au dernier Régis Debray, au dernier Manuel Valls. Vous avez un livre que Jean-Pierre Jouyet qui écrit ses pseudo-mémoires. Vous avez l'impression d'un journal de bord d'une maîtresse éconduite, on ne sait pas par qui. Il y a souvent une démarche d'auto-persuasion et d'auto-portrait chez les élus ou chez les acteurs institutionnels. Et peut-être que on manque de femmes et d'hommes politiques qui sont en capacité de prendre le champ et le recul nécessaire pour justement revenir à des écrits qui soient beaucoup plus forts et solides dans leur dimension prospective. Donc, ou romanesque. Ouais. Ou romanesque, parce que décrire le champ politique, sa propre action, c'est bien gentil. Mais il suffit de taper sur Google et puis on arrive à peu près à avoir la même somme d'informations. Je pense que le roman d'aujourd'hui nourrit moins qu'il a pu le faire par le passé. C'est aussi qu'il manque un récit collectif. Comment ? Il manque un récit collectif d'une certaine façon. Voilà, il manque un récit collectif, il manque le repère transversal et il manque sans doute aussi le sens de la quête. Qu'est-ce qu'on veut ? Que veut le lecteur ? Que veut le citoyen ? Qu'est-ce qu'il attend de l'auteur ? Qu'est-ce qu'il attend de l'élu ?
pas que l'élu transpose dans son ouvrage ce qu'il n'a pas été capable de traduire dans son expression politique. Oui, je crois qu'il ne faut pas faire de la littérature un outil de la politique. Sûr. Voilà. Mais vous savez, Emmanuel Macron avait donné une interview à la NRF en 2018 sur la question du romanesque, et il avait évoqué, il avait défini la littérature justement à peu près dans les mêmes termes que vous le faites, en disant qu'au fond, le but même de la littérature, c'était la question dramatique du sens. C'est-à-dire que la politique avait ceci de commun, qu'elle devait en fait s'emparer de nouveau de la question dramatique du sens. Et il semblerait au fond que c'est un peu ce qui s'est passé durant ce mandat. C'est-à-dire que il y a eu au départ, on voit bien que le projet de La République En Marche est un projet fondé autour de Stendhal et de Gide, rompre les convenances, rompre les habitudes, fonder l'émancipation et la perspective libérale de l'individu pouvant fonder une entreprise, pouvant se réaliser. Et puis il y a eu la nécessité et la contrainte qui a rattrapé le pouvoir par la crise sanitaire, par les différentes crises auxquelles il a été confronté d'une certaine façon. Je ne sais pas si... Oui, mais en fait, au-delà des deux auteurs que vous évoquez, pour lesquels la référence me va bien, on a eu aussi avec sa démarche une volonté d'aller au-delà de ce qui pouvait exister en termes d'écriture aussi, d'être aussi novateur ou inventif et de dépasser les champs littéraires historiques et contemporains. Le président de la République, il a fait une analyse de la situation politique, du champ institutionnel dans lequel on se trouve, et il a su apporter un discours qui trace l'acte d'échec de ces deux champs que je viens d'évoquer et donner des perspectives. Maintenant, là, on arrive à une petite année de la fin du mandat. Et à l'aune de ce qui a pu être ressenti en 2017, on va arriver un peu à l'heure du bilan. Donc, soit on est capable d'enjamber l'heure du bilan pour retracer une perspective à 2022, soit on aura de grandes difficultés. Et enjamber l'heure du bilan, ça peut être aussi à nouveau novateur et à nouveau transcendant dans l'histoire littéraire de notre pays, par rapport aux repères qui sont les nôtres. Oui, il y a eu la volonté aussi de bousculer aussi les habitudes d'écriture de la politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron... Il a eu la volonté de bousculer les habitudes d'écriture de la politique, mais aussi de reprendre. Vous prenez les Misérables. Victor Hugo était parlementaire et auteur singulier. C'était un parlementaire essentiellement sénateur, qui dans son expression et son action était beaucoup plus raisonnable que dans son œuvre littéraire. On peut imaginer demain un président de la République, Emmanuel Macron, qui commette une œuvre littéraire forte dans la perspective de 2022. Il en est tout à fait capable. Mais de nous asseoir tous. Mais cette œuvre, le cas échéant, elle doit dépasser 2027. Il faut donner du sens. Ce qui fait défaut dans ce pays, qu'il s'agisse de l'action politique ou l'œuvre littéraire, c'est qu'on est à 6 mois en matière littéraire, on est à 5 ans en matière politique. Mais on est incapable de tracer des perspectives générationnelles. On est incapable de donner du sens à nos enfants et aux générations futures sur l'engagement, sur la nécessité de se nourrir de la littérature, je veux dire sur le siècle dernier jusqu'à aujourd'hui, pour justement se solidifier une somme de connaissances et d'appétence pour transcender les obstacles et enjamber les obstacles qui sont devant nous, devant eux. Et si la littérature qu'on a évoquée à travers nos conversations est le fruit d'une réflexion, mais aussi la description
d'un modèle de société qui était celui du 18 ou du 19e siècle, surtout du 19e siècle. La littérature du 21e, que serait-elle aujourd'hui? Et c'est pas Marc Lévy qui va constituer l'auteur dont nos enfants ou petits-enfants auxquels se référeraient pour faire le lien entre politique et littérature dans 30 ou 40 ans. Donc on a aussi, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de moyens d'information, il n'y avait pas de moyens de diffusion des savoirs, autres que la littérature à l'époque, avec le déploiement des moyens, je pense on assiste malheureusement à une forme de dilution de la qualité de la littérature et plus largement de la diffusion des savoirs. Un émiettement du sens, en quelque sorte. Un émiettement du sens et de la pensée. Oui. Il restera les mots d'Onfray, peut-être, les choses. Je ne sais pas si ça ne suffira. En tout cas, ça ne me convaincra pas personnellement. Oui. Il y a une question? Non, moi, ma question totalement annexe. Vous avez été avocat, vous avez une formation de juriste. Vous êtes à présent député. Est-ce que vous voyez l'homme après des années peut-être d'usure ou de non-usure par la politique différemment? Est-ce que la société, est-ce que non, toujours de la même façon, avec toujours le même... L'homme, il a ses qualités, ses défauts, ses travers, ses richesses et ses faiblesses. L'homme, il a sa capacité à traverser les océans pour sauver l'humanité, comme à dénoncer son voisin. Ouais. Et je crois que la nature humaine, elle est comme ça. Par contre, j'ai une intime conviction, c'est que l'homme n'est pas plus qu'il ne l'était hier. L'homme n'est pas prêt au sacrifice pour le collectif. L'homme est incapable aujourd'hui, l'être humain, le citoyen, est incapable de fondre sa réflexion du moment dans un espace plus vaste qui s'appellerait l'intérêt général. Le sentiment d'appartenance à un espace commun qui s'appelle la République, qui s'appelle la démocratie, qui s'appelle un État, qui s'appelle une région, qui s'appelle la Corse ou la Normandie, ou peu importe. C'est très difficile aujourd'hui de rappeler à tout un chacun qu'ils appartiennent à un espace plus vaste. Et vous avez fait référence à ma profession et c'est sans doute l'espace dans lequel on découvre les bas-fonds de l'humanité. Bon. Mais qu'il faut défendre, parfois. Et c'est toute la valeur de notre système judiciaire, le droit à la défense, qui ramène l'avocat à l'obligation d'aller au plus profond de la personnalité de son client, même quand il est auteur présumé de faits, délictueux ou criminels. Mais nous, politiques, ou nous, citoyens engagés ou éclairés, parler de littérature n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours à chaque coin de rue. Parfois, je me demande si on n'a pas un rôle à jouer. On a le sentiment aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, que la notion de littérature, la notion de compétence, la notion de savoir sont à écarter parce que c'est tout de suite adossé à celle d'élitisme ou à de supériorité ou de domination. Tout un chacun est libre de lire. Même si vous n'avez pas, vous voyez, quelqu'un qui prend le temps, qui reprend les bases, même dans à un âge avancé, on peut se nourrir intellectuellement. On en apprend tous les jours, quand on le souhaite. Et je crois que le sens de l'action publique, l'action politique et de la littérature, c'est de nourrir intellectuellement et spirituellement le cas échéant, et historiquement avec les bouquins que j'ai ressortis tout à l'heure, parce que là, on est au très fond de nos origines, de nos racines. Mais chacun, on est tous maîtres de notre destin à un moment. Et celle ou celui qui ne veut pas se nourrir
de sa propre histoire, de la littérature dont il a disposition, ou de l'action publique à laquelle il est confronté ou pour laquelle il doit choisir, quelque part, je pense qu'il en défaut par rapport à ses obligations de citoyen. Je pense qu'on a tous humainement une obligation d'être des acteurs de l'humanité. Oui. Je sais que vous aimez bien le polar. Qu'est-ce que ça vous Oui. apporte comme justement par rapport à l'humanité? Le polar d'ailleurs classique et plus moderne aussi. Oui. Alors classique, quand je faisais 3 heures de train par jour, je me suis refait tous les Simenon et depuis 4-5 ans, je me plonge dedans. Mais c'est l'évasion. Ah oui. C'est l'évasion, le polar. C'est l'évasion, puis c'est aussi, vous savez, Boileau-Narcejac aussi, Ah qui m'ont oui. beaucoup accompagné quand j'étais plus jeune. C'est l'évasion et puis aussi on franchit l'interdit. Parce qu'on s'identifie parfois au plus salopard des acteurs du livre qu'on a entre les mains, et pour lequel on pourrait même se surprendre à avoir beaucoup de sympathie pour lui. Et le polar, justement, il y a le héros, le policier ou l'acteur de la société civile, Maigret ou Vidocq, je dis n'importe quoi, hein, mais vous avez toujours le salopard qui, au fond de vous-même, vous dit c'est pas mal ce qu'il a fait. Et c'est ce côté un peu transgressif, moi, qui me plaît dans le polar. Ouais. C'est que il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Et ça permet sans doute à des gens un peu tordus comme moi de se nourrir de ce qui est possible de ne pas faire. Voilà. Vous avez dit que Simenon, c'est un moyen de s'évader, et pourtant ce sont des vies très ordinaires hein, qui sont souvent racontées. Oui. Justement, ce sont des vies très ordinaires, mais qui basculent. J'en reviens à ma profession, mais monsieur tout le monde qui rentre chez lui et qui tue sa femme. Oui. Il avait une vie très ordinaire pendant 25 ou 30 ans de mariage, mais néanmoins, il y a quelque chose qui le fait. Ça bascule. Et Simenon, il a su écrire c'est une somme de tableaux, de fresques, qui ramènent au quotidien de tout un chacun, mais aussi qui franchissent les digues des limites de l'humanité. Et d'une certaine façon aussi de la loi, c'est-à-dire de la morale, de la loi morale, mais également de la loi quotidienne. C'est-à-dire que le roman, le récit, vient en fait questionner, interroger notre propre rapport à la règle, à sa transgression, à nos désirs. Complètement. Le roman nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, notamment en matière de polar. Mais je lis aussi beaucoup de biographies. Et la dernière que j'ai lue, c'est celle de Jesse Jackson. C'est 900 pages sur De Gaulle. Ah oui. Je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais lue. Parce qu'elle vous permet de vous imprégner complètement du personnage. Et totalement en ce qui concerne les interdits. Le côté transgressif de Gaulle en 40, il apparaît pleinement dans cette bio. L'homme a 50 ans à l'époque. Il prend sa valise, il prend l'avion tout seul et il file à Londres pour lancer son appel. C'est pas un personnage de roman pour le coup. Et c'est un peu le conte de Monte Cristo à l'envers. Mais De Gaulle aurait pu être un personnage de Monte, vous voyez, d'Alexandre Dumas, je trouve. Et après, vous voyez Mitterrand qui a su occulter une partie de son passé suffisamment longtemps et la faire accepter à l'aube de son action politique et de sa vie et de son mandat comme un élément d'un parcours chevaleresque ou romanesque. Et tout ça, c'est aussi le fruit à l'époque, pour De Gaulle et Mitterrand, de ce que la culture était essentiellement littéraire. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un côté... Pardon, excusez-moi. Et je me dis souvent, faudrait pas que demain, l'action publique, il y a ma femme qui va passer dans le champ, ne vous inquiétez pas. Faudrait pas que demain, dans le champ public, on en vienne à user
du mot littérature pour justement participer à l'affadissement du débat et de la société dans son ensemble. La littérature, on a évoqué tout à l'heure Onfray, j'ai évoqué Debré. Là, j'ai commencé un truc sur Bonaparte, mais qui curieusement ne fait pas l'objet de romans. Vous voyez, il n'y a pas difficile de relier Bonaparte à un personnage de roman. Julien Sorel, qui ressemble beaucoup à Emmanuel Macron, pareil. Oui, Julien Sorel, Stendhal, et ça finit mal, d'ailleurs. Oui. Donc, spontanément, ça me vient pas, si vous voulez. Mais puis le rouge, Julien Sorel, il y a ces deux champs ou ces deux pans de l'œuvre littéraire. Et je trouve, je vais peut-être être méchant, mais je m'en excuse. À quel personnage de roman rattacher Xavier Bertrand? Vous voyez, j'ai beau chercher pas, je sais pas. Madame Le Pen, on pourrait, le cas échéant. Mais je dirais pas, je pense. Dommage. mais je trouve, il faut qu'on soit très attentif, acteurs de l'action publique, hommes engagés, femmes et hommes de culture et de littérature comme vous l'êtes vous-même, à ce que la littérature ne soit pas dévoyée dans le champ politique ou le champ public, ou de l'action publique ou du discours. Et quand vous reprenez Le Rouge et le Noir, quand vous reprenez l'histoire de Julien Sorel, vous avez la question aussi du retour de flamme ou de l'ordre établi ou de l'incapacité d'un espace plus vaste à transgresser finalement. Alors pour le coup, Emmanuel Macron a réussi lui à transgresser un certain nombre de choses. Et puis il a quand même bâti son destin, c'est-à-dire que Julien Sorel, c'est celui qui quitte sa province pour assumer le fait que par ses passions et par un certain nombre d'éléments qu'il juge être sa morale, accepter son risque, il parvient en fait à se bâtir en tant que héros et à partir de sa morale, devenir en quelque sorte Julien Sorel pour les siècles des siècles. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'il arrive par son destin et par sa force à s'affirmer dans l'histoire, à poser le fait que l'histoire est tragique, mais qu'au-delà de la tragédie de l'histoire, il y a l'affirmation, le fait de poser une liberté. Oui, mais à quel prix? À quel prix, bien sûr. À quel prix? Donc, ça ramène à la force de la personnalité, mais ça pose aussi la question du poids de l'ordre établi sur justement le côté inventif du personnage. Complètement. Voilà. Complètement. De Gaulle, d'ailleurs, je voulais juste finir sur ce point-là, parce que vous avez évoqué De Gaulle, et il y a un point qui est assez étonnant, enfin, pas étonnant, mais qui est constitutif du gaullisme, d'une certaine façon, c'est que dans le geste de 40, dans le refus de se soumettre à la défaite, De Gaulle articule en fait son refus de la loi au profit de l'humanité. C'est-à-dire qu'il considère... de principe en fait supérieur en quelque sorte. Oui, mais c'est au profit de la France. Oui. C'est ça qui est chevaleresque. Oui, complètement. C'est cette persuasion qu'il va sauver la France. C'est un peu Clovis, quoi. Vous voyez, c'est un peu... C'est Don Quichotte. Oui. Mais il y va jusqu'au bout, quel que soit le prix, y compris familial, matrimonial et paternel. Complètement. Il laisse quand même femme et enfants. Voilà, c'est une forme de persuasion d'avoir un destin, c'est quand même impressionnant, quoi. Et aujourd'hui, ça on le retrouve pas. Enfin, moi, je le retrouve nulle part. L'esprit de transcendance, oui. C'est l'esprit de projection que vous évoquiez. Avec une deuxième vie, 58, on est encore dans le romanesque.
Mm. Et à partir de 62, dès que la guerre d'Algérie, dès que le sujet algérien est réglé, je trouve que le personnage devient d'une banalité confondante. Et c'est assez étonnant parce que quand on lit dans C'était de Gaulle, on m'a toujours frappé le fait qu'il était convaincu dès la deuxième élection présidentielle, enfin dès la fin du premier mandat et le passage au deuxième, au moment où il n'est pas au second, il n'est pas élu au premier tour, que son mandat va se finir. C'est-à-dire que il va pas aller au bout d'une certaine façon. Ce qui est étonnant quand même dans l'imaginaire que l'on a du général de Gaulle. Oh, c'est de la vanité qui l'a poussé à se représenter à l'époque, je pense, parce que quand on occupe ces fonctions-là, on est nécessairement, inéluctablement imprégné. Absolument. Je pense que c'est ça qui l'a. Voilà. Enfin bon, après, on pourra reparler un jour si vous le souhaitez. Ah, mais volontiers. Du général de Gaulle et de la Corse, parce que c'était aussi intéressant. Oui, volontiers. Je trouve. Voilà. On va vous remercier, Bruno Quetel, pour ce moment qui a été très agréable. Je voudrais le dédier, ce petit moment, si vous en êtes d'accord, à notre amie commune Marie-Lise, et aussi votre parente. Comme ça, on verra bien, ce sera une manière de vérifier si elle nous a écoutés jusqu'au bout. Elle a intérêt. Nous verrons. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.